Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, le podcast qui brise le quatrième mur, en direct de Los Angeles. Je suis votre hôte Jean Weber, le super podcasteur, et aujourd'hui on va parler ensemble films de super-héros, et plus exactement déconstruction de films de super-héros, avec en particulier le film d'action comédie slash film de super-héros, Deadpool et Wolverine 2024, réalisé par Sean Levy, starring bien sûr avec le grand Ryan Reynolds et l'encore plus grand Hugh Jackman. Alors, le film est sorti il y a quelques jours à travers le monde, donc léger spoiler aujourd'hui, si vous voulez ne rien savoir sur ce dernier film de Marvel, du MCU, du Marvel Cinematic Universe, eh bien, arrêtez le podcast et revenez après avoir vu les 35 films de la série, les deux premiers Deadpool, les 5 ou 6 premiers Wolverine, car ceci est bien sûr une sequel qui a été construite avec des films au fil des ans. Alors, d'abord, bien sûr, les X-Men, le premier en 2000, avec le film du maudit Bryan Singer maintenant. À l'époque, un film qui met un petit peu les super-héros modernes, entre guillemets, sur la carte. Et un acteur merveilleux, un acteur du nom de Hugh Jackman, qui remplace à la dernière minute Dougray Scott, un acteur qui finirait par disparaître, car il préfère, ou alors en tous les cas, a-t-il des obligations contractuelles avec le moins bon Mission Impossible de la série, à mon avis, qui est Mission Impossible 2, celui de John Woo, qui a des belles images, qui a une belle alchimie entre l'actrice principale et Tom Cruise. Mais malheureusement, le film tombe un petit peu à l'eau. Donc, la carrière de Dougray Scott tombe à l'eau avec. Et ça profite à Hugh Jackman, qui est merveilleux dans le rôle de Wolverine. C'est une espèce de jeune Clint Eastwood. Il a toute la fougue et tout le charme d'un jeune Clint. Et il amène beaucoup à la série et au personnage. Un personnage qu'il aime énormément, à la manière de Ryan Reynolds, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, car il est à la fois le producteur, le scénariste, l'âme de Deadpool. Eh bien, on va parler beaucoup de Hugh Jackman, qui habite le personnage de Wolverine, comme aucun acteur, bien évidemment, avant lui, ni après pour l'instant. Alors, au départ, c'était pas gagné, car c'est un acteur, effectivement, inconnu australien, qui ne ressemblait pas complètement au personnage tel qu'il avait été créé dans les pages des comics de Marvel. Effectivement, Logan, tel qu'il est nommé, Wolverine, est un petit être musculeux qui rappelle plus, je sais pas, le chanteur de heavy metal Danzig, dont on avait parlé à une époque dans les tout premiers castings, toutes premières rumeurs de casting. Eh bien, Jackman est un peu costaud. C'est un type qui est très en forme et qui, au fil des films, se dessinerait un corps de plus en plus spectaculaire, de plus en plus travaillé, comme on va le voir dans ce dernier film, où il est plus tout jeune. Il fait Logan, il fait Wolverine depuis de nombreuses années. Il est même devenu, depuis quelques années, Old Man Logan, avec l'extraordinaire dernier film de James Mangold, qui s'appelait tout simplement Logan, et qui était un peu censé être le chant du cygne, le dernier film de Hugh Jackman dans le rôle du personnage, une espèce de version Sam Peckinpah d'un film de super-héros plus western que Marvel, et c'était très réussi. Et c'est pour ça que, en fait, tout le monde pensait que Hugh Jackman avait raccroché les griffes du Serval de Wolverine, un personnage que j'avais découvert enfant dans les bandes dessinées Strange à l'époque, même s'il appartient également à effectivement une deuxième vague de super-héros, même troisième, après les X-Men et après les originaux que sont les Batman et autres Superman et Spider-Man. Et bien effectivement, on avait eu Serval en français, Wolverine, qui était arrivé et qui amenait une sauvagerie à l'époque avec ses personnages tel le Punisher aussi, et puis Deadpool, qui est encore une autre vague de super-héros. Et cette fois-ci, Deadpool, lui, amène cette déconstruction dont je parlais, ce côté méta qu'on a vu à travers 2 films pour l'instant, où tout d'un coup, il est à la fois un stand-up comédien, un comique, il brise le quatrième mur et il fait un commentaire, une mise en abîme pyrandélienne sur les super-héros, ce qui, bien sûr, revitalise le genre.
Alors c'est un peu énervant aussi parce que c'est ce qu'on appelle un smart ass en anglais, c'est le petit malin. Donc ça c'est typiquement Deadpool qui est un mélange entre le Joker et une espèce de ninja déjanté, un mot que je n'aime pas du tout, pardon. Donc il est créé par Ryan Reynolds, un acteur canadien absolument merveilleux, puisqu'il vient de la comédie. C'est un acteur qui est très beau, mais qui a la manière d'ailleurs de Hugh Jackman à la vis comica. Hugh Jackman, on va parler beaucoup de lui, mais c'est vrai que comme Ryan Reynolds, ce sont des acteurs qui ne sont pas américains. Jackman est australien, Reynolds est canadien. Et ils sont tous les deux très complets. Reynolds est capable de faire la comédie. Il vient du monde de la comédie, de Van Wilder et tous ces films comiques où il était une espèce de dude bro américain des comédies teenagers américaines. Bien, Hugh Jackman, lui, a étudié l'art, son art. Sur les planches, il est un chanteur complet, un danseur. Il revient souvent à Broadway ou en Australie où il habite avec sa femme et ses nombreux enfants. Et bien, sur les planches, pour danser et chanter, il est extraordinaire. Et Ryan Reynolds donc crée pour la première fois le personnage dans le plus mauvais film Wolverine de la série, qui s'appelait, je crois, Wolverine Origin, ou X-Men Origin Wolverine, qui était la première tentative de faire un spin-off avec le personnage de Wolverine, et donc de faire une véritable star de Hugh Jackman. Le film était assez raté, et introduisait Ryan Reynolds, qui se cherchait à l'époque, que ce soit dans Blade 3, qui référençait et moquait quand Deadpool, le dernier du nom, le troisième, est une parodie, surtout une comédie, qu'on va le voir. Eh bien, donc la première fois que Ryan Reynolds devenait le mercenaire avec une bouche, eh bien, on lui retirait sa bouche. Effectivement, ils avaient fait l'énorme erreur de lui coudre la bouche et d'enlever donc au personnage et à Ryan Reynolds son atout principal, qui est sa tchatch. Et ce recul, cette espèce de sens de l'humour et de commentaires off, et où tout d'un coup il dénonce le ridicule des films de super-héros, et même si effectivement, par moments c'est très agaçant, quand les vannes font mouche, elles sont très drôles, et elles désamorcent un peu le film à la manière de ce que faisaient les frères Zucker, ou les films de parodie en général, parce que tout d'un coup on peut se moquer d'un genre. Mais ce que fait Deadpool, et c'est ce qui est très intéressant par rapport à ces films qui sont des pures comédies, c'est qu'on a en même temps un vrai film de super-héros, où tout d'un coup on aurait en fait en même temps un film de James Bond et un film d'Austin Powers mélangés l'un avec l'autre. Alors, bien sûr, ce film, si vous n'aimez pas les films de super-héros, ne changera pas votre opinion, car c'est toujours des types en costume qui se mettent des châtaignes, des pêches. Et si vous aimez les films de super-héros, eh bien, ils étaient un petit peu fatigués ces jours-ci. Les super-héros sont fatigués, et donc ils tiraient un peu la jambe. Mais là, heureusement, grâce à ce film et à Ryan Reynolds, le genre et Marvel est tout d'un coup revitalisé. Le film est un énorme succès déjà au box-office, avec un démarrage fulgurant qui est le plus gros démarrage, je crois, pour un film R, donc un film plus adulte, et donc qui marque une entrée foudroyante de Deadpool dans le MCU, dans le Marvel Cinematic Universe, à la manière de Wolverine. Donc l'un était avec Fox, l'autre était, je crois, peut-être Sony, ou en tout cas, il rentre cette fois-ci chez Marvel, sans pour autant sacrifier la violence, ou la satire, ou même la sexualité, la noirceur du personnage et de l'humour, puisque tout d'un coup, chez Marvel et chez Disney surtout, on a des plaisanteries sur la sexualité, l'homosexualité, l'homoérotisme latent des personnages, et beaucoup de sang, du sang numérique qui est très bien fait, très gore, puisque Deadpool est un héros qui est extrêmement sanglant et se sert de ses katanas et de ses revolvers pour, à la manière d'un John Wick, habillé comme un catcheur, faire tout d'un coup un carnage parmi ses victimes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, on parlait récemment de la comédie avec mon père, qui n'est pas le dernier pour la déconne, et on se demandait pourquoi c'était un genre qui avait tendance à disparaître un petit peu, en tous les cas, en Amérique pour l'instant. C'est que quand on voit un film comme Deadpool ou n'importe quel film d'horreur à l'heure actuelle, eh bien, ou film pour enfants, dessin animé, la comédie est présente partout. Et c'est vrai que Deadpool, tout d'un coup, s'apparente presque plus
aux grandes comédies comme Tropic Thunder que des véritables films de super-héros. Et c'est assez intéressant que Disney et Kevin Feige acceptent que Ryan Reynolds vienne jouer avec leur univers et se moquer du mythe tout en le régénérant d'une certaine manière. Donc c'est assez intelligent. Ça rappelle presque, en d'autres temps et toute proportion gardée, ce qu'un Sergio Leone a pu faire avec le genre du western, emmenant tout d'un coup les choses vers quelque chose de plus grandiloquent, de plus grandiose, et ce que fait donc magnifiquement Deadpool avec un personnage secondaire, a priori, donc qui annonce la phase 5 de l'univers Marvel qui battait un petit peu de l'aile, comme, comme Hawkman ou comme le nouveau Captain America, qui est, donc ont un petit peu mal à imposer leur personnalité, avec trop de séries télévisées aussi qui ont nui à Marvel et qui ont fait que tout d'un coup, à la manière de Star Wars, ils ont dilué un petit peu leur produit avec trop de contenu, le dîner de contenu, et tout d'un coup, c'était trop. La bulle a explosé, donc c'est un petit peu le cas pour les super-héros. Mais Ryan Reynolds donc, a pris son temps, après les deux premiers qui ont été d'énormes succès. Il s'est cherché une maison quand Fox a été tout d'un coup assimilé par Disney. Était-il trop violent, trop vulgaire, trop sanglant, trop sexuel pour intégrer l'écurie de Blanche-Neige et des 7 nains, des 7 petites personnes? Wink wink. Eh bien non. Le film nous a prouvé qu'en fait, il avait sa place chez Disney, qui maintenant, à l'époque, comme à la grande époque de Touchstone, a quasiment une section adulte de films, avec un film comme Deadpool, justement, qui rappelle surtout également des films comme 48 heures, c'est-à-dire des comédies, mais des comédies plus adultes, des buddy stories, chers à mon père, où Wolverine et Deadpool sont un petit peu comme dans Midnight Run ou dans Plane, Trains and Automobiles, et ont tout d'un coup cette espèce de clown blanc, de dynamique de clown blanc et d'Auguste qui est très très bien faite, avec beaucoup 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 de plaisanteries à chaque plan. Alors certaines réussissent, d'autres pas. Une intrigue un peu lourde, un peu simple à la fois, comme disait la chanson de Brel, et surtout, maintenant on en a un petit peu assez de ce qu'on appelle le multivers, les multiverse, qu'on a beaucoup vu déjà entre les différents Spider-Man, le Doctor Strange de Sam Raimi et ce film où tout d'un coup les univers parallèles s'entrechoquent et différents personnages variants de différentes failles temporelles se télescopent les uns avec les autres, donnant toutes sortes de variantes, même une armée de Deadpool qui est plutôt réjouissante, puisqu'il y a des formidables looks, il y a un très très, très beau travail de production artistique pour des films qui sont à pas loin de 300 millions de dollars, avec bien sûr des caméos exceptionnels. Alors là, pardon, j'en bafouille de joie, d'excitation. Spoiler, mes amis, c'est maintenant, si vous voulez ne rien savoir sur les caméos du film. Eh bien, voici venu l'heure de vous boucher les oreilles et d'arrêter ce podcast. Mais n'oubliez pas quand même de souscrire et de liker avant. Mais effectivement, spoiler alerte, beaucoup de super-héros du passé reviennent. Alors, soit parce que justement ils n'avaient pas terminé leur histoire par le passé, soit parce qu'ils étaient un petit peu appartenant à l'équipe B, on peut dire d'une certaine manière. Eh bien, on a le plaisir de retrouver Blade avec Wesley Snipes lui-même qui revient. Alors, on se rappelle que dans le passé, il a eu un très très grand différend avec Ryan Reynolds quand il était encore donc un tout jeune acteur à Hollywood. Et il s'était très mal entendu sur le film. Mais Ryan Reynolds l'appelle et Wesley Snipes dit dans une interview 20 ans plus tard, quand Ryan Reynolds vous appelle, on prend ce coup de fil. Et il le prend et il se rend compte que Reynolds a envie de faire un truc amusant avec le rôle, tout en donnant un personnage assez glorieux avec Blade et son retour 20 ans après sur les écrans. Alors il y a ce recul d'humour où on voit à quel point les deux acteurs ne se sont pas entendus dans la vie à l'époque, mais ils sont capables d'en rire aujourd'hui. Et c'est toute la force du film, qui a donc également d'autres personnages comme Elektra, Jennifer Gardner, qui arrive, où bien sûr on voit Chris Evans qui reprend son personnage de la torche dans les Fantastic Four, donc toujours ce sens de l'autodérision, de l'ironie, et cette façon de donner un peu leur place au soleil à des personnages secondaires, comme Deadpool d'ailleurs, lui-même, qui est donc ce premier super-héros
entre guillemets comiques, entre guillemets destructeurs qui arrivaient et qui tout d'un coup se moquaient des conventions des films de super-héros. Alors bien sûr, on est complètement dans l'univers simpliste du catch, où tout d'un coup le fétichisme des costumes est très très important, et puis où il y a des versus dans le titre, c'est des gens qui se battent les uns contre les autres dans des combats particulièrement bien filmés, il faut le dire, très souvent prévisualisés des mois, voire des années à l'avance, mais dans le cas présent, étant donné qu'ils peuvent laisser libre cours à leur imagination et à toute la violence qu'on pouvait retrouver dans les bandes dessinées de Deadpool et surtout de Wolverine, on a effectivement une débauche de gore et d'effets spéciaux très 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 spectaculaires dans le film. Et donc des costumes qui sont beaucoup plus proches des comic books originaux. Puisque au début, quand on voit les X-Men au début des années 2000, produits déjà par Lauren Schuller Donner, la femme de Richard Donner, eh bien, à l'époque, ils sont obligés de les habiller de cuir noir, parce qu'effectivement, on sort d'une époque plus sombre, et on n'est pas habitué, on n'est pas prêt à avoir des super-héros qui ont des costumes plus colorés et plus proches des costumes originaux dans les bandes dessinées. Et bien cette fois-ci, Hugh Jackman, pour la première fois, porte ce costume jaune qu'on voit aussi bien dans les dessins animés du samedi matin que dans les bandes dessinées, et ça lui va très bien, et ça prouve qu'effectivement, ces cartoons et ces comic books sont tout à fait... on peut tout à fait les traduire sur un écran de façon extrêmement fidèle aux comics originaux. Donc c'est très réjouissant de voir Wolverine pour la première fois mettre son casque, ce qu'il n'a pas fait en plusieurs films. On peut se demander pourquoi, et c'est ce que Hugh Jackman faisait dans une interview, parce que le film est donc ce qu'on appelle du fan service, où tout d'un coup il y a plein de petites surprises cachées ça et là pour tous les fans de Marvel, mais heureusement on n'a pas besoin d'avoir vu les 27 séries et les 43 films avant pour comprendre ce qui se passe, car ça n'était pas mon cas. Et on peut quand même suivre un film qui, grâce à son humour et à son énergie surtout, et à un méchant intéressant qui est Cassandra Nova, qui est une bonne actrice, je crois, euh, et que je ne connaissais pas d'ailleurs auparavant, eh bien c'est un film qui se suit avec plaisir et ça explique pourquoi il a tant de succès aujourd'hui et démarre sur les chapeaux de roue. Autre chose qui est tout à l'honneur de Ryan Reynolds et qui prouve à quel point il respecte le personnage, surtout dans un film de 250 millions de dollars, avec un acteur de son prix qui prend de l'argent à tous les niveaux puisqu'il est producteur, scénariste et qu'il est également un très grand businessman avec une ligne de jeans, pardon, et également une compagnie de téléphone, je crois, une compagnie privée, donc bravo Ryan Reynolds, et il cache quand même son visage sous le masque de Deadpool, qui est un personnage comme Spider-Man, qui a le visage masqué, comme les catcheurs dont je parlais, et ça permet justement d'avoir une post-synchro après qu'on ait tourné le film et d'être tout à fait en adéquation avec l'air du temps, puisqu'on peut être comme un véritable commentateur de la société et des news, et grâce à ce masque qui masque les lèvres du personnage principal, pouvoir avoir très tard, en post-synchro, des nouvelles répliques rajoutées au film et qui collent plus avec ce qui se passe dans le monde. Donc c'est très bien foutu ça. Et chapeau à Ryan Reynolds d'avoir accepté justement de cacher son visage et sous ce masque et également sous ce maquillage de personnage malade, cancéreux, puisqu'on voit qu'il était en phase terminale dans les films précédents, et qu'il est maintenant rescapé. D'ailleurs, quand il porte sa perruque en début de film, il ressemble à Nick Nolte. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais il accepte de se grimer, de se masquer, et il prouve, comme l'ont fait avant lui Judge Dredd, le grand Karl Urban dans Judge Dredd, ou le encore plus grand Heath Ledger dans le Joker. Il n'y a pas une émission qui n'est pas une référence à Batman, noté un fan du show à juste titre. Eh bien, c'est très difficile, mais en même temps, c'est tout à fait faisable de jouer sous un masque. On voit que c'est une grande tradition du théâtre grec, où c'est un enseignement de certaines formes de théâtre, où justement on apprend à transmettre ses émotions sous un masque, soit neutre, soit de tragédie, soit de comédie, mais surtout, on peut reconnaître un acteur sous un masque, comme le prouve par exemple Ethan Hawke dans l'excellent Black Phone, qui est une performance quasiment uniquement sous un masque, ou également l'excellent, je crois,
Hugo Weaving, je crois que c'est son nom, dans V pour Vendetta, qui faisait toute une performance également sous un masque. Alors, bravo à Marvel, au Jésus de Marvel, c'est ainsi qu'il se surnomme, parce qu'il dit qu'il est le sauveur de l'univers Marvel, toujours ce côté autodérision canadien, britannique, de l'ami Ryan Reynolds, qui est aussi bien un héros qu'un comique, qu'un stand-up comedian, qui avait raté son coup avec le Green Lantern, qui avait raté son coup avec donc sa première incarnation de Deadpool, mais qu'il réussit maintenant, qui est un des hommes les plus riches d'Hollywood, qui dans les bons rôles est une des dernières stars d'Hollywood, puisque à l'heure où on ne sait plus quels sont les genres, les films qui marchent, les acteurs qui marchent, le genre d'acteur qui marche, eh ben, il est un des derniers rares acteurs qui est une brand, une marque. Alors effectivement, à la manière d'un The Rock, avec qui il s'est frotté sur Netflix pour 2-3 films extrêmement insipides, et avec qui il s'est très mal entendu, car The Rock s'est très mal comporté, prouvant que peut-être c'était lui l'enfant gâté quand il avait son problème également avec Vin Diesel. Mais enfin, tous ces acteurs sont effectivement comme des enfants gâtés avec des égos surdimensionnés, et Ryan Reynolds semble surnager et garder quand même d'une certaine manière les pieds sur terre dans l'univers impitoyable, non pas de Dallas, mais d'Hollywood. Alors voilà, donc une recommandation, 4 masques de super-héros sur 5, 4,3 sur 5, voilà, pour un film qui revitalise le genre, revitalise Deadpool, Marvel, et maintenant, comme d'habitude, la balle est dans le camp de DC, qui en fait n'arrive à survivre qu'avec des personnages comme Batman ou le Joker. On attend le Joker numéro 2, qui va être également un film R, donc les super-héros deviennent plus adultes ces jours-ci. Et on annonce également le retour de Robert Downey Jr., c'est tout frais, peut-être dans un personnage tout à fait différent de celui de Tony Stark, puisque ce serait Victor Von Doom, le personnage donc du Docteur Doom, lui-même l'ennemi juré des Fantastiques, des 4 Fantastiques, que Marvel cherche à rebooter à tout prix depuis qu'il avait été tragiquement raté avec Miles Teller il y a quelques années, après avoir été raté déjà avec Chris Evans, justement, quelques années auparavant. Donc la balle est dans le camp de DC, et Marvel aussi, qui a encore du travail pour reconstruire sur les décombres de leur univers, de leur MCU, un nouvel univers dont Deadpool fera très certainement partie, grâce au succès du film, au succès du merchandising du film, tous les jouets, tous les Happy Meal, même si tout d'un coup, ce personnage est beaucoup plus grossier, beaucoup plus adulte. Il ressemble à notre époque, il ressemble à Instagram, il ressemble aux réseaux sociaux. Donc, il est parfaitement dans l'air du temps, et nous souhaitons une longue vie à Ryan Reynolds et à tous ces films que Kinopod et le Kino Solo aiment beaucoup. On se retrouve dans quelques jours pour un podcast grand écran avec un Kino Solo, Kino Duo, Kino Trio, un Kinopod avec tous les ciné-buddies chers à mon cœur et que je salue au passage. Et donc, merci. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier ici, sur YouTube, avec un pouce et un like, une souscription, pour aider le show à continuer. Merci et à très bientôt. Rendez-vous dans quelques jours également pour Il était une fois un flic, avec mon père Francis et Jeff Domenech.